Exemple, ça va être court. Je ne suis personne. Et d'ailleurs, c'est même pas une façon de parler, c'est pas de la caricature. Je ne me suis jamais considéré comme quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un peu embarrassant de devoir se présenter vu que c'est la deuxième fois que nous organisons cette masterclass sur ton panel. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser ici et ce qui amène ceux qui se sont connectés pour nous écouter, c'est le contenu de nos analyses. Je suis, comme toi, quelqu'un de très passionné par cette thématique et qui prend énormément de plaisir à les partager et échanger avec nos congénères, pour peu qu'il y ait de la bonne foi derrière, dont je pense que nous allons passer une très agréable soirée. Et si les gens sont davantage intéressés par ce que nous disons que par nos personnes, je pense que tout le monde en sortira gagnant. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ça qui est important. N'oubliez pas, les amis, pour ceux qui demandent de parler de ce qui se passe au Mali, alors, une fois de plus, ne soyez pas idiots, soyez intelligents. Qui t'a dit que le fait de parler de ce qui se passe dans le monde, et c'est ça parfois le problème des gens, on parle d'abord de la politique internationale, parce que tout est lié. Il faut savoir que ce qui se passe au Mali est lié à tout ce qui se passe sur le plan international. Donc c'est important de comprendre la politique internationale pour comprendre également ce qui se passe en Afrique. Donc il faut être patient. De toute façon, on a dit tout de suite qu'on fera un live spécial, également une masterclass spéciale sur ce qui se passe au sein de l'AES. Donc, nous allons commencer. Alors, le programme, comme tu vois, Wilfried, est dense. Par quoi souhaites-tu qu'on commence? Peut-être pour se faciliter la tâche par le commentaire du frère qui vient d'écrire là. J'ai souvent un... Alors, je n'ai pas le terme en français. En Allemagne, on appelle ça le Eselsbrücke, c'est-à-dire une passerelle pour aider à la compréhension. Le frère qui demandait qu'on parle du Mali, je dis souvent qu'il faut se souvenir d'une toile d'araignée. Quand tu as l'image de la toile d'araignée en tête, tu te souviendras toujours que tous les paradigmes géopolitiques sont interconnectés. La guerre du Mali n'est pas quelque chose d'isolé, ce n'est pas un événement qui se déroule dans un monde suspendu quelque part dans l'espace. C'est sur Terre et les interconnexions sont absolues avec les événements géopolitiques d'hier, d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je suppose que la personne qui a posé la question est un Malien. Je suis un peu gêné de devoir lui rappeler l'épisode de Tinzawaten il y a à peu près 2 ans où les lointains Ukrainiens, de leurs propres aveux, c'était sur les antennes de la BBC, c'était carrément le porte-parole des renseignements ukrainiens, le porte-parole du GUR, un certain Pivovarov, Yusuf Andrei, qui disait que on a agi contre la Russie sur le front africain et nous avons fourni la logistique, l'information et le cadre d'intervention pour que l'attaque de Tinzawatet soit une réussite. Réussite évidemment sous l'angle ukrainien. Donc le fait que les Européens, y compris ceux dont on n'imagine même pas qu'ils peuvent être impliqués dans nos affaires, le fait que eux mettent les mains dedans jusqu'au coude et qu'ils agissent de la sorte jusqu'à coûter la vie à certains de nos soldats et jusqu'à mettre à mal la coopération décidée de manière souveraine entre nos États et leurs partenaires extérieurs, ça devrait, même au Malien le plus aveugle, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille de comprendre que même la guerre au Mali n'est pas un prisme isolé, ce qui fait que si on se met à parler maintenant de la guerre du Donbass entre 2014 et 2022, ou même de la guerre en Ukraine proprement dit avec la Russie depuis 2022, nous sommes en quelque sorte en train de parler de la guerre du Mali, dont je répète, les paradigmes géopolitiques sont absolument interconnectés et c'est une erreur monumentale de se dire il y a un sujet à part sur la guerre du Mali, un sujet à part sur la guerre en Ukraine, un sujet à part sur X, Y, Z. Le simple fait que certains de nos pays intensifient leur partenariat avec d'autres partenaires suscite le courroux des puissances tutélaires d'hier, qui peut changer la manière dont ils ont d'intervenir sur notre sol. Je finis avec un petit exemple. On l'a vu avec le Togo il y a quelques jours.
Dieu sait que je n'aime pas, ou du moins je ne pense pas grand-chose de Monsieur Gnassingbé Béfort, mais le fait que le Togo se place un peu comme un tampon ou comme une courroie de transmission avec les pays de l'AES a carrément suscité le voyage de Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français et à Lomé, qui est allé là-bas en courant. Et Dieu sait que littéralement, depuis la mort de Étienne Eyadema Gnassingbé le père, depuis une vingtaine d'années littéralement, on n'a pas eu l'ombre d'un ministre des Affaires étrangères français au Togo. Là, comme l'ambition de la France, évidemment, et ce n'est pas caché, c'est d'entraver au maximum la potentielle expansion de l'AES. Il est évident que si plutôt que de la neutralisation, on a plutôt un agrandissement ou des velléités d'agrandissement ou même des prémices ou des réflexions d'agrandissement. Évidemment, la France va tenter d'intervenir. Donc, si on voit sur le volet diplomatique Jean-Noël Barrot venir à Lomé en courant comme un parasite à la poursuite d'un organisme, évidemment, il serait naïf de ne pas se dire que sur le plan militaire, évidemment, sur le plan sécuritaire, évidemment, il n'y a pas la même mise des mêmes sur les interventions que certains de nos pays, voire tous nos pays subissent actuellement. Donc la précision, j'insiste, en tout cas l'insistance vaut son pesant d'or. Les paradigmes géopolitiques sont hier comme aujourd'hui absolument interconnectés. C'est la petite illustration que je voulais faire d'entrée par rapport à son souhait ou à sa requête qu'il a formulée en commentaire. Et pour emboîter le pas justement à ce que tu viens de dire, pour montrer encore le caractère interconnecté, c'est qu'il faut comprendre que quand on observe un peu le paradigme géopolitique aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a comme une forme d'accélération du système, c'est-à-dire que on accélère les hostilités. Vous verrez que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté du Moyen-Orient, ça ne va pas aussi du côté de l'Ukraine, et l'Afrique finit par être touchée. Si vous prenez par exemple ce qui se passe sur le plan du carburant aujourd'hui, vous voyez très bien que la fermeture du détroit d'Ormuz, par exemple, par l'Iran, a augmenté les prix du pétrole, n'est-ce pas? Et ces prix du pétrole finiront par se répercuter en Afrique également. Parce que les mêmes compagnies pétrolières qui fournissent le pétrole en Afrique sont les mêmes qui appartiennent à ces personnes qui sont des vats en guerre. C'est toujours quoi, les Total, Chevron, Exxon, Exxon pour Chevron, BP, British Petroleum, Shell. Ce sont les mêmes qui sont responsables aussi d'une certaine manière indirectement de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas, de ce qui se passe aussi au Moyen-Orient et aussi ce qui s'est passé au Venezuela. Donc n'oubliez pas que c'est une guerre de pétrole aussi. Et ceux qui cherchent le pétrole, n'oubliez pas que l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine est attaquée, c'est pour son pétrole. Et l'une des raisons, donc le pétrole, c'est une matière première. Et agresser les pays pour leur matière première, c'est aussi ce que subit l'AES quelque part. Donc vous voyez très bien que tout est connecté. Lorsqu'il y avait eu l'attaque la guerre en Ukraine, on sait très bien que la guerre en Ukraine, ce sont les Occidentaux qui financent le gouvernement de Zelensky, avec d'ailleurs l'argent de leurs propres concitoyens, n'est-ce pas? On a vu que, vous vous souvenez, récemment, les prix avaient commencé à augmenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une époque où les prix avaient flambé. Les gens trouvaient même ça bizarre. On s'est dit, mais attendez, l'huile, même en Afrique, les bouteilles d'huile avaient augmenté, le sac de riz avait augmenté, les objets qui étaient produits derrière ta propre maison avaient augmenté de prix. Et donc les gens se demandaient, mais ça n'a aucun sens. Mais tout ça, on a essayé de nous faire croire que l'Ukraine était le grenier du monde, que c'est l'Ukraine qui fabriquait à peu près le riz que tu mangeais à côté de chez toi, l'huile que tu consommais, les patates, les pommes de terre, alors que ce n'était pas le cas. Mais il faut comprendre la structure de l'économie, c'est comme ça. Et donc il y a eu une forme d'inflation généralisée. Donc ce qui touche un pays au Moyen-Orient ou bien en Europe va toucher aussi l'Afrique. Et je rappelle aussi que les pays africains, dans certains pays, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, il y a des Africains qui s'impliquent beaucoup pour plusieurs raisons sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en commençant par ceux que nous qualifions de nos arabes souvent, c'est-à-dire que les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui ont organisé des marches, hein, vous vous souvenez, il y a eu des marches pour soutenir d'abord l'Iran, d'abord même la Palestine, puis ensuite le Liban, lorsque Hassan Nasrallah avait été bombardé, vous vous souvenez. Puis après, on a vu des gens marcher pour soutenir aussi l'Iran. Donc on voit très bien que tout est interconnecté. Et on sait que les pays du Golfe, tels que le Qatar, ont l'habitude de financer
certains groupes terroristes. Déjà, l'Arabie Saoudite a l'habitude de former beaucoup de personnes dans des pays tels que le Mali, le Burkina, même le Niger. Vous vous souvenez la dernière fois lorsqu'on avait organisé un live avec les Arama, les Kémites du Mali, ils avaient montré que l'Arabie, il y avait un jeune qui avait sorti un sabre, il revenait juste de l'Arabie Saoudite, où il a été formé par le gouvernement saoudien avec tout ce qui concerne l'islam, et il a sorti un sabre pour dire toutes les personnes qui vont critiquer l'islam, voilà par quoi je vais commencer à vous pragmatiser, ainsi de suite. Donc, le Nigeria aussi a ce problème. Donc, on sait qu'il y a une stratégie d'expansion des pays arabes, notamment des pays du Golfe qui sont impliqués aujourd'hui dans ça. Il y a une forme de stratégie qui vise à financer plusieurs pays pour avoir le contrôle. Ce sont les mêmes qui avaient tenté de soudoyer Ibrahim Traoré pour la construction des mosquées, on sait que c'est à visée politique, et heureusement qu'il avait refusé. Donc on sait qu'ils tentent à chaque fois de manipuler des pays. On sait que ce sont les mêmes aussi qui finançaient IAG, qui ont formé et qui ont tenté de financer IAG Agali, par exemple. Donc, tout ça est mêlé. Des pays, par exemple, qui se font bombarder par l'Iran aujourd'hui, tels que, comment il s'appelle déjà, les Émirats Arabes Unis, n'est-ce pas, financent le conflit qui est au Soudan. Donc, tout est lié. Et on a vu que le conflit au Soudan a un peu reculé pendant quelques instants, ce qui fait que le gouvernement a gagné un peu plus du terrain par rapport donc les forces du général Haftar, ils ont gagné un peu par rapport à l'autre. Comment il s'appelle déjà, à Hemeti. Par rapport à Hemeti, Mohamed Hamdan Daglo, il s'appelle. Ils ont perdu quand même du terrain par rapport aux forces du gouvernement. Pourquoi? Parce que les Émirats Arabes Unis qui les finançaient, il fallait qu'ils se concentrent un peu sur ce qui leur arrivait. Parce que les États-Unis ont un peu montré que sur la question de la défense de leurs alliés, il y a quand même un problème, parce que tous ils faisaient confiance, ils étaient sous le parapluie américain, et les États-Unis dépensaient suffisamment d'argent pour protéger Israël, pour fournir des missiles, des armes à Israël, donc il n'y en avait plus assez pour donner à tous les moyens du Golfe, ce qui fait que les pays du Golfe devaient se débrouiller un petit peu par eux-mêmes pour essayer de se défendre des attaques de l'Iran. Donc tout ça, ça impacte l'Afrique, ce qui fait que le conflit s'est réduit. Et pour terminer, n'oubliez pas que les mêmes personnes c'est les gens de l'Azawad, le JNIM, le groupement comment il s'appelle, le GSIM, tous ces groupements qui se trouvent au nord du Mali sont financés par l'Occident, n'est-ce pas? Financés par l'Occident, donc particulièrement par la France, mais aussi indirectement par les États-Unis, les États-Unis et la France qui font passer les fonds par le Qatar pour les blanchir, puis ensuite ils reviennent vers le nord. On sait que toutes les voitures qu'ils ont au nord du Mali, ils ne se les achètent pas eux-mêmes. Lorsque, par exemple, le gouvernement malien avait libéré le nord du Mali, ils avaient vu des centaines de milliers de téléphones, ils avaient vu plusieurs centaines de motos, plusieurs centaines de véhicules aussi que ces gens utilisaient. Ces choses, ils ne pouvaient pas les acheter par eux-mêmes, ils n'avaient pas suffisamment d'argent, et pour les faire rentrer, il fallait la complicité parfois de certains pays qui étaient à côté, et on savait que ces fonds, quand on essayait de les retracer, par exemple, vous avez une observatoire, il y a des observatoires qui ont l'habitude de regarder un petit peu, de retracer les financements, Monnaie Radar par exemple, ils avaient fait un papier, où vous pouvez même retrouver le même papier sur Action de Michel Collomb, où il retraçait le chemin de l'argent, montrait que l'argent qu'ils utilisent viennent aussi de ces pays du Golfe. Donc, c'est-à-dire que ça facilite à peu près tout le monde. Donc, tout est interconnecté, tout est lié. Comprendre ce qui se passe sur le plan géopolitique, ça vous permet aussi de comprendre ce qui se passe en Afrique ou ce qui se passera. N'oubliez pas, quand l'Afrique est enrhumée, c'est eux qui toussent ou parfois c'est l'inverse. Voilà un peu pour emboîter le pas sur ce que tu disais. Et c'est d'ailleurs d'autant plus perturbant que, en fait, les Africains comprennent finalement que tout est interconnecté, mais ils prennent ça sous le mauvais angle. J'ai bien aimé l'illustration que tu viens de faire sur les soutiens, notamment des Sénégalais qu'on a vus en faveur de la Palestine, en tout cas de certains de nos frères à travers le continent qui ont organisé des marches, des manifestations pour soutenir le peuple palestinien, pour soutenir le Liban, pour soutenir enfin certains pays dans les guerres dans lesquelles ils sont impliqués. Sur le principe, c'est bien.
C'est même une manière de comprendre que finalement, il y a une interconnexion intrinsèque entre les peuples ou entre les paradigmes. Le problème, c'est que le prisme sous lequel cela est pris est mauvais, à savoir le prisme religieux. C'est clair que ce n'est pas le débat, mais il est, et c'est pas une critique de la religion non plus, c'est pas vraiment mon couloir, mais il est un peu dérangeant de constater qu'un Africain va se sentir touché par une mésaventure que un citoyen d'un autre pays qui partage sa religion va subir, non pas sur le prisme de l'injustice géopolitique, de l'injustice mécanique en cours, mais plutôt sous le prisme de la religion. Je trouve que c'est problématique. Si tu soutiens, par exemple, le peuple palestinien par solidarité religieuse, plutôt que parce que Israël viole le droit international et piétine donc les Palestiniens de la bande de Gaza, cela signifie simplement que, en inversant les rôles, tu n'auras certainement pas manifesté ton soutien avec le même peuple. C'est-à-dire qu'on aurait eu un Israël musulman qui aurait écrasé une population de 2 millions de juifs dans la bande de Gaza, que ça n'aurait pas suscité le même émoi. Donc il est important pour nous les Africains, et c'est d'ailleurs dans notre intérêt, pour que les mêmes mésaventures ne nous arrivent pas, que quand on parle d'implication et d'interconnexion, on ne s'apesantisse pas sur le volet spirituel, le volet métaphysique, mais plutôt sur la mécanique de l'effet domino, à savoir quels sont les événements qui poussent à un épisode ou à un autre, et comment empêcher que cela nous arrive aussi. Et c'est pour ça que si on veut analyser le conflit dans la bande de Gaza, on doit plutôt l'analyser sous le prisme du mépris du droit international et de toutes les conventions onusiennes par Israël, et aussi de la volonté par Israël de vider cette zone de ses occupants, de les reloger ailleurs, à défaut de les exterminer, pour évidemment repeupler et établir un épisode de ce qu'ils appellent le Grand Israël, pour étendre le territoire de la mer au Jourdain, comme ils disent. Là, c'est important, et c'est sous cet angle-là que j'exhorte vraiment les Africains à comprendre les interconnexions, parce que, visiblement, quand on sort du prisme religieux, du prisme spirituel, la moitié de ceux qui comprennent les interconnexions ne les comprennent soudain plus. C'est-à-dire, moi qui suis allé marcher par solidarité au peuple palestinien parce qu'ils sont musulmans comme moi, quand on sort de la sphère purement spirituelle, purement religieuse, je ne vois plus qu'il y a un lien finalement entre la crise au Moyen-Orient et la réalité en Afrique. Et l'épisode que tu as évoqué concernant le pétrole est l'un des exemples de ce que j'ai envie que les Africains comprennent ici. Quand on va fermer le détroit d'Ormuz, par exemple, sachant que 1/5 de la production pétrolière mondiale et gazière également transite par là, évidemment, les matières premières comme le pétrole ou le gaz dépendent comme la quasi-totalité des produits de la loi du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Si le détroit est fermé, il y a moins d'offres parce qu'il y a moins de produits qui peuvent être écoulés vu que le chemin est bloqué. Et forcément, l'offre ayant diminué, la demande devient disproportionnelle et donc les prix, les coûts vont augmenter. Et quand les coûts augmentent, quand il y a une inflation sur le pétrole ou sur n'importe quel produit, il y a un effet de contagion. L'inflation va toucher tous les secteurs parce que l'entreprise qui dépend du pétrole pour fabriquer, je ne sais pas, les chaussures, ayant moins de pétrole accessible, va devoir payer son pétrole plus cher et pour rentrer dans ses frais, va devoir facturer, taxer ses chaussures également plus cher. Toi, le client, tu vas acheter plus cher les chaussures et si toi, en retour, tu vends des mangues ou des ananas, tu vas également les vendre plus cher et c'est comme ça que l'effet domino va se propager à l'échelle de toute la société et on va se retrouver en tension financière, ce qu'on appelle généralement la crise économique. Et la crise économique est l'un des terreaux fertiles pour les terreaux. C'est l'un des terreaux, T-E-2-R-E-A-U, pour les terreaux, T-E-2-R-O. Cette fois-ci, parce que, outre les manipulations doctrinales, quels sont les mécanismes que les terreaux utilisent pour recruter? On te dit, mais regarde, le pays va mal, le dirigeant X ne s'occupe pas bien de vous, vous n'avez pas de perspective, il n'y a pas d'emploi, tout est cher, il n'y a pas d'avenir. Donc, on ajoute là-dedans peut-être que c'est un messager du démon. Donc, au nom d'Allah, au nom du Seigneur, au nom de Mohamed, au nom de je ne sais qui, viens te joindre à nous dans cette guerre spirituelle, cette guerre sacrée, ce djihad. En fait, des concepts comme ça qu'on va justement utiliser pour matérialiser un agenda politique, sinon géopolitique, et donc comprendre les éléments qui conduisent à la crise économique au Moyen-Orient et essayer de les contourner ou de les empêcher, c'est également se sécuriser nous-mêmes en Afrique.
Quand on a par exemple compris que le détroit d'Ormuz est crucial dans le transit des matières et qu'il influe sur l'économie à l'échelle mondiale, on arrive donc à la question, est-ce que nous, en Afrique, on ne peut pas trouver des voies de contournement à ce détroit d'Ormuz, là, vu que les matières premières qui viennent de là, et même les produits finis qui viennent de là, venant des pays du Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats, Bahreïn et autres, c'est des produits qu'on peut transformer chez nous en mettant un peu en avant notre intelligentsia et notre know-how scientifique, ou en consolidant notre know-how, ou en perfectionnant notre know-how, dont on peut, par anticipation aux futures fermetures du détroit d'Ormuz, commencer à renforcer l'éducation scientifique, renforcer l'autonomie au niveau de des capacités de raffinage de nos ressources, etc., etc. C'est sous cet angle-là que je dis que, et c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, que on doit comprendre les interconnexions sur les effets que les causes générées ailleurs produisent chez nous. Et j'insiste donc en disant que c'est dommage que nous comprenions en fait ces interconnexions, mais parfois qu'on ne les prenne pas par le bon bout. Et s'il faut arriver même sur l'épisode strictement sécuritaire, on a vu Monsieur Mohamed Al-Maouloud Ramadan sur les plateformes françaises, qui était en train de répondre dans le plus grand des calmes aux questions sur les projets que la FLA, que la coalition morbide FLA-JNIM a actuellement contre le pouvoir de Bamako sur leur velléité d'intention, leurs opérations en vue sur Katsi, Sévaré, Bamako et autres qui valent. Et on se dit, mais cette même France-là, par exemple, qui avait déjà été mis au pilori parce qu'en 2012, elle avait été assez souple sur la reconnaissance des revendications du MNLA à l'époque. C'est la même qui autorise carrément, c'est de l'apologie du terrorisme pur et simple. C'est-à-dire, on est sorti de la revendication politique pour être dans une collaboration réelle entre des groupuscules terreau et des gens qui prétendaient simplement avoir un souci d'autonomie. Et à partir de là, on arrive finalement à la conclusion que, ou du moins à la confirmation de ce qu'on savait déjà, à savoir d'une manière ou d'une autre, il faut scruter l'approche des pouvoirs publics en Hexagone sur la question sécuritaire en Afrique. Donc, les financements dont tu parlais, dont ils vont bénéficier, entre autres, de ces puissances ou de leurs proxys, ne font pas toute l'affaire. Ce qui aide aussi, c'est la crise économique dont les effets ou dont les causes viennent parfois ailleurs et dont nous subissons les affres. Parce que peut-être on n'a pas anticipé sur les interconnexions. Je pense vraiment que ça nous sera profitable à nous les Africains quand sur chaque événement qui se déroule n'importe où dans le monde, la première chose qu'on a comme réflexe, c'est de voir s'il n'y a pas un lien, une causalité avec notre réalité africaine. Ça permet l'anticipation, et l'anticipation est la plus grande vertu. En géopolitique, elle préserve de bien des dangers. Exactement, l'anticipation. C'est-à-dire que, et pour mieux anticiper, il faut beaucoup connaître l'histoire également. Il faut connaître ce qui se passe ailleurs. Si vous voyez ce qui se passe dans les autres pays, vous savez que ça finira chez vous aussi. Et quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe, l'agression, que ce soit européenne, des agressions européennes ou bien américaines sur ces pays, finissent toujours, nous on les subit depuis longtemps. Donc, quand ils s'attaquent, par exemple, au pétrole, on sait que les guerres que les États-Unis mènent, par exemple, ont pour objectif final le pétrole. Donc, on sait que tous les pays qui détiennent le pétrole en Afrique, à partir du moment où ils vont essayer d'avoir des velléités d'indépendance, tôt ou tard, ils finiront par subir les affres des États-Unis. On a vu ce que Dangote était en train de subir et qui continue toujours à subir les pressions parce qu'il fait de la concurrence aux entreprises américaines telles que, et justement anglaises, les Américains tels que Chevron, par exemple, mais aussi d'autres entreprises telles que BP ou Shell, qui sont des Britanniques, ou même Total de Français. Donc, tout est interconnecté. C'est pour ça qu'il est extrêmement important. Et comme on le disait tout de suite, on sait que c'était un petit peu à prévoir ce qui s'est passé au nord du Mali, parce que tout le temps qu'ils ont pris, ils étaient en train de se préparer. Vous savez, ce sont des terroristes, et l'objectif, c'est de terroriser grandement la population et de créer la peur. Et vous avez des médias français qui prennent le relais, qui vont diffuser. La même chose qu'ils font pour le Mali, c'est exactement ce qu'ils ont fait à propos de l'Iran. Donc les mécanismes sont les mêmes. Quand tu comprends ce qu'ils font à propos de l'Iran, à propos de la Palestine ou même de tous les autres pays qu'ils choisissent de diaboliser, tu comprends que les mêmes mécanismes se font en Afrique depuis longtemps.
Combien de fois les médias français ou les médias occidentaux de manière générale ont diabolisé, ils appellent toujours le gouvernement du Mali par De la la junte. junte malienne. Voilà, la junte malienne. Et jamais vous les avez entendus dire aussi le gouvernement iranien. Ils disent le régime de Téhéran. Des mollahs. Le régime des mollahs, le régime de Téhéran, jamais. Ils ne disent le régime des gardiens de la révolution. Donc, le choix des mots est extrêmement intéressant. Et je répète souvent aux gens qu'il faut aller suivre, comment on appelle ça, les conférences gesticulées de Franck Lepage, pour ceux qui n'aiment pas lire, ou alors d'aller lire l'horreur médiatique de Jean-François Kahn, ou même un livre beaucoup plus important que celui-là, c'est 1984 de Orwell, pour comprendre qu'en réalité, la novlangue, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les politiques, la manipulation par le langage. On te modifie les mots, te modifie aussi quelque part la pensée. Donc c'est ce que les médias font. Et les médias participent à cette campagne de terreur aussi, c'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre chose, jamais vous avez vu de toute façon les médias français ouvrir la télé et puis dire, écoutez, voici ce qu'il y a de beau en Afrique. Non, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est pour montrer les gens qui ont faim, c'est pour montrer des bombardements, des génocides, dès qu'il y a un scandale. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, il faut suivre. On sait très bien qu'ils sont financés par la France. Ça, ce n'est même plus. On se souvient des emails d'Angela Merkel, n'est-ce pas, lorsqu'ils avaient fuité avec le scandale de WikiLeaks, qui avait montré que Hillary Clinton, que les financements passaient par l'Algérie pour atterrir sur les groupes qui sont au nord. Et on a vu récemment, lorsqu'il y a eu des tensions entre l'Algérie et le Mali, on a vu là où la plupart des opposants au gouvernement malien sont partis se cacher. Ils étaient partis se cacher justement en Algérie. Donc tout ça, c'est important. Tout est lié. Donc on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier justement. Et pour revenir à ce que tu disais à propos de la Palestine, ce qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans la question de Trump, c'est que Donald Trump, au début de son mandat, ça nous permet de rentrer aussi pour la question des États-Unis. Tu as parlé de la Palestine, justement. Ça nous apprend un peu. Trump, au départ de son mandat, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, écoutez, moi je vais arrêter la guerre en Palestine en 15 jours à peu près. 15 jours, en quelques jours, moi j'aurais fini la guerre. Au départ, les gens des MAGA disaient non au 4e mandat de Obama, voilà, Kamala Harris est une marionnette, donc Trump sera celui qui va remake America Great Again en question. Et qu'il disait, d'abord il avait commencé par 24 heures, il disait en 24 heures je vais arrêter la guerre, et je vais faire la même chose avec la guerre en Ukraine. On a vu que c'est pas le cas. La Palestine a été totalement rasée, ce qui fait que les MAGA ont été très déçus. Et déjà, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que tout ce que Trump a fait va à l'encontre des promesses politiques. Donc ça apprend aussi aux gens l'idée de la question des promesses politiques, les promesses des hommes politiques. N'est-ce pas? Ils ne vous font pas de promesses. Les gens de l'AES ne vous font pas de promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sont sur le tas en train de travailler, de régler les problèmes qui sont réels, alors qu'ailleurs, vous avez une forme de politique hors sol où on fait des promesses, on va faire exactement le contraire de ça. Vous serez déçus, mais de toute façon, il vous emmènera un autre Trump ou un autre Obama ou quelqu'un d'autre, ou un autre Macron pour le cas de la France. Donc, c'est pour voir un peu que la politique est liée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout est lié. Maintenant, pour commencer, je voulais te proposer, est-ce que tu souhaites qu'on commence par la question des États-Unis, n'est-ce pas? Qu'on commence par la question des États-Unis. États-Unis, Oui. puis ensuite on va analyser un peu le gouvernement de Trump et autres. Une fois qu'on a bien analysé les États-Unis, c'est-à-dire qu'on prend un peu Trump depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, une espèce de petit bilan, puis ensuite on pourra voir la question iranienne également, on pourra évoluer petit à petit. Donc on commence par les États-Unis, on voit tout ce qu'il a fait, tout centré autour de Trump et de son administration. Et ensuite, on voit la question de Israël, puis ensuite Israël, on passe à l'Iran, puis ensuite on voit maintenant, on rentre dans la question de la guerre. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, le menu il est très bon. Si tu permets juste que je ferme la parenthèse que tu as ouverte tout à l'heure sur Orwell, c'est un très bel exemple. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain britannique. Son vrai nom c'est Eric Blair. Et il est devenu, enfin, il a été célèbre pour plusieurs travaux, mais l'une de ses œuvres phares, c'est précisément le livre 1984. Il a écrit le livre en 1949. Ça peut prêter à confusion, hein,
George Orwell, lui, il s'est caractérisé au cours de sa vie par une protestation contre les impérialismes sur toutes leurs formes, que ce soit l'impérialisme britannique, notamment contre les Indiens. On sait comment Mahatma Gandhi s'est battu contre les Britanniques en Inde pour obtenir l'indépendance, et on sait comment les réseaux pour ne lui ont pas pardonné ses démarches et l'ont assassiné carrément en 48. Et donc George Orwell, il établit un peu une sorte de melting pot où il dit de toute façon les systèmes dans lesquels nous vivons ont une perfidie cachée, c'est-à-dire ils fonctionnent un peu comme une pieuvre qui englobe tout, un monstre invisible qui nous surveille, qui épie nos moindres faits et gestes et qui nous impose un narratif, c'est-à-dire la démocratie, la liberté telle qu'on pense qu'on l'a, on ne l'a pas en fait, c'est-à-dire on est dans des systèmes où on nous impose la manière de voir, on nous impose des perspectives et des angles d'analyse, parfois de manière ostentatoire et publique, très visible, comme, je sais pas, en Corée du Nord, en Union soviétique, ou même en Iran, à l'époque avec la Savak et tout le tralala, mais tout autant dans les soi-disant démocraties, avec beaucoup plus de perfidie, parce que comme c'est moins perceptible, c'est beaucoup plus cynique. Là, il y a donc l'exemple que tu as évoqué, par exemple, Medusa, quand on dit à la télévision, le régime des mollahs en Iran. Toi, tu vis en France, ou tu vis en Espagne, ou au Canada, et à chaque fois, on te martèle à la télévision le régime des mollahs, le régime des mollahs. Et quand on parle des États-Unis, on te dit l'administration Trump. Du coup, tu souffres de ce qu'on appelle le conditionnement. Tu ne réalises pas à ce moment-là que, en 2026, depuis le 1er janvier de cette année, les États-Unis ont violé plus de fois les conventions du droit international que les Iraniens. Enfin, ils les ont même tous violés et leurs amis israéliens. Mais le narratif, c'est-à-dire le musellement, le conditionnement cérébral dans lequel on va t'insérer, va te loger immédiatement dans une case dont il n'est pas possible d'en sortir. D'autant plus impossible que tu es persuadé chaque fois que tu analyses ou que tu parles ou que tu penses de penser par toi-même. Or, on a déjà inséré le logiciel dans ton esprit et c'est bon. On va te dire la junte malienne. On va oublier que avec la loi martiale en Ukraine et avec Zelensky qui n'organise plus d'élections depuis 2 ans qu'il est au pouvoir, et avec d'ailleurs l'assassinat de son opposant politique en Espagne il y a un peu plus d'1 an, on est exactement dans les mêmes méthodes de barboserie qu'on avait sous le régime stalinien ou qu'on a, par exemple, avec Kim Jong-nam, le frère de Kim Jong-un, qu'il avait assassiné en 2017 en Malaisie. Donc, on est en fait dans le même cas de figure, mais le Big Brother qui définit ce que tu penses, ce que tu manges, et qui tu mogo à la fin de la soirée, te donne l'impression que tu es libre et que c'est toi qui définis tes actions. Et c'est ça que George Orwell va mettre en perspective. Il y a même d'ailleurs... je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu une bande-annonce, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou sur quelle plateforme. Je pense que ça a été scénarisé l'année dernière ou au début de cette année, soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime, je sais pas trop, mais en tout cas, on a reconceptualisé cette société-là où tu as un monstre, il peut être incarné par beaucoup de choses, c'est un véritable ectoplasme. Ça peut être une personne, c'est-à-dire un dirigeant, un souverain incriticable, monarque absolu qui a le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Ça peut être un système plus invisible, plus déconcentré, une sorte de mosaïque, mais qui, de manière effectivement ectoplasmique, de manière floue, comme vraiment une fumée, te contrôle sans que tu ne réalises qu'il te contrôle. Et quand tu regardes la société européenne et américaine d'aujourd'hui, ils sont précisément là-dedans. C'est-à-dire, on te dit, la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. On ne sait pas pourquoi on dit que c'est la plus grande. Ils ne sont ni les plus nombreux, parce que il y a des pays qui ont beaucoup plus d'habitants, où il y a des élections. En Inde, il y a des élections, dont c'est une démocratie. Sur le plan du territoire, ce n'est pas le pays le plus vaste du monde. Ils sont loin derrière la Russie, le Canada et ex-aequo avec la Chine. Ce n'est pas en fait, tu ne comprends pas pourquoi on dit la plus grande démocratie du monde, et tu ne comprends pas pourquoi on dit une démocratie, vu que Monsieur Trump actuellement est en train carrément de contourner la loi parlementaire de 73 qui lui impose de rendre compte au Congrès après les 60 jours de folie en solo qu'il a mené depuis le 28 février. Donc en fait, mais l'habillage, il est clair, exactement comme après le 7 octobre où on te dit tu dois condamner l'attaque du Hamas, c'est-à-dire tu veux apporter une analyse fouillée, nuancée, posée, réfléchie pour que les gens comprennent les arcanes, les mécanismes, les tenants, les aboutissants et appréhendent mieux les possibilités de solutions. Mais on te dit comme à un enfant, est-ce que vous condamnez l'attaque du 7 octobre? Tu dois répondre par oui ou par non, comme à la cour de récré. Et si tu ne le fais pas, le Big Brother se met en marche et décide, par exemple, que tu es très mal barré pour une éventuelle élection à venir.
comme on le voit avec Jean-Luc Mélenchon en France. Donc, juste pour dire, j'ai beaucoup aimé le parallèle sur George Orwell parce que au cours de cet échange qu'on va avoir tout au long de la soirée, je pense que le filigrane, le fil rouge qui va nous accompagner, ce sera ça. En fait, sans le dire, sans le mentionner, je pense qu'on ne parlera que de ça parce qu'on est dans un conditionnement permanent et c'est un peu de ça qu'on essaie de sortir ceux qui nous écoutent et qui sont encore dedans pour qu'ils élaborent un narratif qui découle de leur réflexion personnelle et non de ce que l'ectoplasme invisible a précisément décidé à leur place. Exactement, exactement. C'est-à-dire que il y a une véritable manipulation et les médias sont justement l'arme de garde sur cette question-là. C'est-à-dire que on ne peut pas, vous savez bien ce qu'on dit, c'est-à-dire que la première victime d'une guerre, c'est d'abord la vérité. Quand on veut mener, peu importe la guerre qu'on veut mener, la première victime, c'est d'abord la vérité. Parce que vous ne pouvez pas mener une guerre avec des véritables raisons, ça n'a aucun sens. Alors, on va vous servir un narratif qui a été bien étudié pour envoyer vos cerveaux à la casse, pour vous envoyer ailleurs, parce qu'on a besoin du consentement de la population. On a besoin du consentement. Et pour ça, il faut lire justement La fabrique du consentement de Noam Chomsky. Je vous conseille plutôt la version qui a été la version française de Michel Collomb, justement parce que et la première version qui avait été éditée en français, lui-même l'auteur principal n'était pas d'accord. Noam Chomsky n'était même pas d'accord, il a essayé d'empêcher de faire publier ça, mais bon, comme d'habitude, les Français essaient toujours de tout manipuler, mais je conseille celle de Michel Collomb, qui a été validée d'ailleurs même par Chomsky lui-même, ça s'appelle La fabrique du consentement, et non pas Fabrication du consentement, parce qu'il y a le titre Fabrication du consentement, ça ce n'est pas bien, mais La fabrique, ça c'est mieux. Où on vous montre comment, ou alors il y a même, comment il s'appelle l'autre, il y a un autre, Pierre Conessa qui avait écrit Fabriquer un consentement, quelque chose comme ça. Ça aussi, il faut lire. Ça vous apprend un peu la manipulation, les arcanes du pouvoir, comment le pouvoir manipule les gens avant d'aller. Vous pouvez lire aussi le livre de Michel Collomb, Libye, OTAN, les médias mensonges, n'est-ce pas, ou l'Amérique à travers les 100 citations, où il vous apprend réellement comment les États-Unis manipulent le consentement de son propre peuple. Et ça, ils utilisent Hollywood. Il y a aussi le livre Hollywood, hein. Vous pouvez lire Hollywood de Pierre Conessa qui montre un peu comment cette même manipulation est utilisée par Hollywood pour préparer les cerveaux des gens depuis l'enfance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on prépare les cerveaux depuis le plus jeune âge, petit à petit, pour les conditionner, pour les habituer, n'est-ce pas, à se faire manipuler. Et c'est ça, malheureusement, que l'on peut constater. Et c'est là où Orwell vient, justement, pour venir vous expliquer. Vous pouvez aussi ajouter La ferme des animaux on pourrait ajouter aussi Le meilleur des mondes, n'est-ce pas, de Huxley, dans lequel vous apprenez aussi beaucoup de choses. Hein. Vous apprenez que les prisons, en réalité, les barreaux, on les met dans votre tête. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être libre. Et quand vous voyez le narratif des États-Unis, même dans les films ou bien au niveau des médias, on vous dit le plus grand président, on décrit le président des États-Unis comme le plus grand président du monde libre. Hein, du monde libre. Donc, sous-entendu, le monde libre, c'est le monde occidental et qu'en dehors du monde occidental, tout le reste est de l'anarchie ou alors un monde contrôlé, dominé, alors que quand on regarde dans la structure même, ce qu'on appelle les démocraties aujourd'hui, c'est le monde le plus contrôlé qui n'ait jamais existé. Par exemple, le système de surveillance, vous voyez bien que les États-Unis, à travers la NSA, la CIA, contrôlent à peu près tout. Tous nos données sont contrôlées à travers les géants de ce qu'on appelle la Big Tech. Hein. Si vous pensez qu'on ne vous connaît pas, ils ont l'empreinte numérique d'à peu près tout le monde et les études ont montré que à travers l'activité des gens sur les réseaux sociaux, ils peuvent, en voyant les likes que tu as fait et partout, on peut déterminer même ton orientation sexuelle, ton orientation politique, on peut déterminer ton âge, on peut à peu près tout savoir de toi, même l'état de santé, parce que il y avait une étude qui avait été réalisée sur Facebook où les gens, à travers les posts Facebook et Instagram, on pouvait, et même Twitter aussi, on pouvait déterminer même ton état de santé, aussi bien santé mentale que physique, en analysant seulement tout ce que tu écris. Donc et souvent, à peu près 60 et quelques %, ça s'avérait être juste. Donc, c'est pour dire que la manipulation
elle est grande. Et qu'à chaque fois qu'on vous fait vendre l'idée selon laquelle ces démocraties, ce sont pas des démocraties, c'est juste que dans ce qu'on appelle le totalitarisme, on oblige directement, mais dans la démocratie, on te donne l'impression de choisir, mais en réalité, tu ne choisis pas. C'est ce qui se passe notamment au niveau de ce qu'on appelle les élections, qui sont en réalité une vaste blague. C'est-à-dire que quand on a voulu que Trump passe et on fera tout pour que Trump passe. On passera par tous les moyens de propagande. Jusqu'à aller, on se souvient que lors de la première élection de Trump, par exemple, il y avait un scandale qu'on appelait, qui avait éclaté sur Facebook, où Trump avait fait un accord avec le patron de Facebook, donc de Meta, où il partait avoir ils analysaient, n'est-ce pas, les bords politiques des gens. On pouvait savoir si tu étais d'extrême droite, de droite ou de gauche, donc plutôt démocrate ou républicain pour le cas des États-Unis. Et on pouvait t'envoyer des publicités ciblées pour dénigrer le camp d'en face et puis augmenter ta sensibilité politique encore. Ça a été utilisé lors du premier mandat de Trump, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui se font appeler les démocrates aussi ont l'habitude d'utiliser ça. Donc, c'est une vaste manipulation. La question du contrôle, il y a des caméras partout aux États-Unis, aussi bien en Europe. Ils ont des logiciels de surveillance à travers ce qu'on appelle le scan facial, les logiciels de reconnaissance faciale. Et si tu veux travailler avec les États-Unis, par exemple, tu veux créer une entreprise aux États-Unis, tu dois signer un certain nombre de documents où tu autorises le gouvernement américain d'installer, si tu fais par exemple un appareil tel qu'un téléphone ou peu importe l'appareil, tu dois installer ce qu'on appelle des backdoors. Ceux qui connaissent un peu l'informatique savent de quoi on parle. Des portes dérobées, on appelle ça en informatique, où tu vas permettre aux États-Unis même, c'est-à-dire au gouvernement des États-Unis, de pomper, de siphonner tes données, donc d'accéder à ton appareil. Tous les appareils qui sont fabriqués ou tous les logiciels qui sont produits aux États-Unis doivent respecter le Cloud Act. Merci beaucoup, ça s'appelle le Cloud Act. Donc, et ça va beaucoup plus loin que ça, hein, c'est-à-dire que même si tu installes ton cloud à l'extérieur, genre par exemple, vous savez ce qu'on appelle les data centers, les centres de données, même si tu les installes à l'extérieur des États-Unis, ou même si tu as une entreprise qui se trouve aux États, par exemple, je sais pas moi, au Burkina Faso, ou en Afrique du Sud, peu importe le pays, ou en Irlande, si tu stockes tes données aux États-Unis, eh bien, tu passes sous le Cloud Act. Donc, par exemple, tu as une entreprise que tu as créée en Australie, mais tu héberges, tu utilises un data center qui se trouve aux États-Unis, par exemple les data centers de AWS, Amazon Web Services, ou bien je crois que Microsoft aussi a ce genre de service, Google aussi a des data centers. Si tu utilises des data centers de ces gens-là, des data centers, si vous voulez, sont des centres de données pour stocker toutes vos données. Quand tu es sur YouTube, sur TikTok par exemple, tout ce que nous faisons, nos comptes, nos mots de passe, tout ceci, c'est enregistré dans un cloud. Donc, il y a une communication entre l'appareil et le cloud qui est la mémoire de tout ça. Et si ces clouds sont installés aux États-Unis, tu pourras. Et si même des données transitent à travers les États-Unis seulement, tu tombes sous le Cloud Act. Donc, les États-Unis ont à peu près le contrôle de tout. Et d'ailleurs, on fera un live sur Palantir. Je ferai un live sur Palantir pour parler un peu de la puissance de cette entreprise. Certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Donc, vous allez voir un peu à quel point ils ont à peu près le contrôle de tout ce qui existe. Donc, c'est les polices à peu près du monde entier l'utilisent. Donc, tout ça, c'est sous le contrôle des États-Unis. Donc, c'est pour continuer un peu sur l'idée que les États-Unis qui se prétendent être des démocraties n'en sont pas. Ce ne sont pas des démocraties. Et quand ils disent que l'Iran est totalitaire, eux le sont beaucoup plus encore. Et pour terminer, donc, Trump lui-même, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il se comporte de manière très tyrannique. Tu as évoqué tout de suite le fait que il a déclenché une guerre alors que les États-Unis, dans la loi des États-Unis, la Constitution exige qu'il faut que le Parlement soit d'accord pour t'autoriser d'aller mener une guerre. Les mecs sont partis mener une guerre contre l'Iran. La guerre n'a presque rien produit. Ils ont dépensé, je crois, 20 et quelques milliards ou 30 et quelques milliards d'après les chiffres qui ont été publiés au Pentagone. Mais vous savez très bien, les chiffres sont souvent sous-estimés. Je crois 27 milliards, quelque chose comme ça. Mais les chiffres sont souvent sous-estimés. Donc quand ils disent 27 milliards, il faut les multiplier par 3 ou par 4
pour avoir le vrai chiffre, parce que naturellement, ils vont pas vous donner le véritable chiffre, c'est se prendre ce qu'on appelle aux États-Unis un shitstorm, une tempête de merde dessus. Donc, c'est des stratégies. Et ça, c'est Pete Hegseth qui est à la tête du ministère de la guerre. Du ministère de la Ils ont guerre. fait le nom carrément pour faire parce qu'ils se prennent pour des acteurs de films Hollywood. Exactement. Et tu peux emboîter le pas à partir de là. C'est-à-dire que le ministère de la guerre, et on peut aussi remarquer la proximité avec la France, c'est-à-dire que eux, ils renomment ministère de la guerre. La France aussi a renommé leur ministère ministère des armées. Parce que les mecs ont fini par comprendre que nos départements s'appellent département de la défense pour le cas des États-Unis ou bien ministère de la défense pour le cas de la France, mais ils ne font pas de défense. Personne ne les attaque réellement. Ils font plus de l'offensive. Ce sont des agresseurs. Donc à un moment donné, Trump et Macron se sont rendus compte que nous sommes des agresseurs, nous sommes des armées qui attaquent plutôt que se défendent. On va renommer ministère de la guerre, ministère of war, dans le cas, ou ministère des armées pour le cas de la France, qui est à peu près la même chose pour montrer la dimension guerrière de ces armées-là. Et je rappelle que Trump, même les gens au sein de son ministère of war en question n'étaient pas d'accord. La plupart des généraux qu'il avait élus, qu'il avait nommés, il les a tous virés. Je rappelle que Pete Hegseth, dont on parle, qui est le secrétaire d'État à la Défense, c'est l'équivalent en fait, aux États-Unis, quand on dit secrétaire d'État, ça équivaut à ministre en France. Donc, si vous entendez secrétaire d'État, ça veut dire ministre. Secrétaire d'État à la Santé, ministre de la Santé. Secrétaire d'État à la Défense, ça veut dire ministre de la Défense. Le mec, il a viré 4 des généraux américains. 4 généraux ont été virés. Je crois que le 5e a même été viré manu militari. On l'avait attrapé comme un cobaye, comme un enfant. On l'a foutu quasiment dehors parce qu'il s'opposait au fait qu'il faille envoyer beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique. Il voyait pas, à Israël, alors que les États-Unis souffrent de plusieurs problèmes. Les gens sont obèses. Le système de santé américain, si tu n'as pas d'argent, tu crèves littéralement. Les rues sont infestées de SDF, pardonnez-moi l'expression, sont bourrées de SDF ou infestées, là pour le coup, infestées de drogués, parce que là, pour le coup, on peut utiliser le terme, des personnes totalement droguées. Il y a des scènes apocalyptiques. Vous arrivez aux États-Unis, vous voyez des gens qui sont littéralement courbés. Pendant 1 heure de temps, le mec, il est debout, mais courbé, avec un regard complètement stone, sous crack, sous oxycodone, sous amphétamine, sous héroïne et toutes les drogues de synthèse, sous les opioïdes comme ils appellent aux États-Unis, les crackheads. Donc, il y a suffisamment de problèmes à régler aux États-Unis et les États-Unis gaspillent beaucoup d'argent à donner à l'Ukraine, beaucoup d'argent à donner alors qu'il était contre ça, Trump à l'origine, beaucoup d'argent envoyé surtout à Israël, qui représente vraiment un trou énorme, et ils ont augmenté le budget de la défense encore. Et c'est pas vraiment pour se défendre, mais plus pour attaquer. Et donc, tout ça, ça montre que c'est pas vraiment une démocratie. Mais bon, on reviendra sur tous ces éléments-là. Je te laisse prendre le relais. Je pense qu'on y est même déjà de toute façon. Et dans l'illustration que tu as faite... Si tu permets, si tu permets sans vouloir te couper, pendant que nous parlons, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? L'objectif, c'est 1 million de likes, la famille, et 3000 partages. Apparemment, vous avez arrêté de partager. Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter, à partager et à sécuriser le live ainsi que nos comptes? Excuse-moi, Wilfred. Il n'y a pas de souci. Oui, je disais que dans ce que tu viens d'évoquer, on peut ajouter la démission de Joseph Kent, qui était l'un des hauts responsables du renseignement américain. C'était le mois dernier, là. Joe Kent, comme on l'appelle affectueusement, qui a évoqué, en fait, le caractère absolument pas crédible des justifications de Pete Hegseth et de tous les va-t-en-guerre américains. Il s'inscrivait un peu dans la droite lignée des réserves émises par, comme il s'appelle, le vice-président J.D. Vance, qui, parce qu'il lorgne évidemment sur les élections dans 2 ans, il n'aimerait pas que sa campagne soit entachée par une intervention au Moyen-Orient qui n'est basée sur rien, ni sur le plan légal, ni sur le plan de l'éthique et de la vertu politique. Donc, ou encore Dan Kane, qui, même s'il accompagne Trump, je parle du chef d'état-major interarmé, qui, même s'il accompagne Trump dans la manœuvre, parce qu'il n'a pas le choix, il obéit aux ordres, puisque Trump est le commander-in-chief des forces armées, mais lui, depuis le début, il avait, non seulement, au-delà de questionner même le bien fondé de la guerre en elle-même, il avait évoqué les incapacités américaines
américaine en disant bon, c'est très beau, on peut faire beaucoup de bruit, mais sous-estimer l'Iran serait la pire stupidité. Moi, je suis un militaire, je suis pas un homme politique qui habille son action avec des idéologies. Moi, je suis un militaire, donc ce qui me guide, c'est en fait le pragmatisme. Si on me demande si on est capable de faire plier l'Iran avec une certitude absolue, bah je réponds que non. Et voilà. Et donc dans la continuité de tout ça, et il y avait que les semaines de guerre qui n'aboutissaient à rien, mis à part beaucoup de spectacles où des gens ont réellement essayé de faire croire à 8 milliards d'humains que assassiner une trentaine de dirigeants dans un pays comme l'Iran allait faire plier un régime multimillénaire de 90 millions d'habitants. C'est non seulement stupide de penser que les gens vont croire cela, mais ce serait accorder peu de crédit à l'intelligence humaine. Donc, il y a justement cette réalité-là qui montre à travers cette vague de démissions, encore qui n'est pas le seul. Tu as des gens comme Marjorie Taylor Greene, une parlementaire très fidèle à Trump, qui à un moment donné, l'a carrément lâché en disant « Je n'ai pas voté pour ça, I didn't vote for this ». C'est-à-dire, ça c'est totalement le contraire de ce en quoi j'avais espéré. Ce n'est pas le projet que j'avais accompagné à la présidentielle face à Kamala Harris. Et donc, à un moment donné, le narratif du Big Brother qui essaye de nous imposer une certaine manière de voir s'effrite quand on essaie vraiment d'ouvrir les yeux. Et comme tu dis, dans le siège de ce que j'évoquais dans l'intervention précédente, c'est encore pire dans les démocraties parce que là-bas, on ne se donne même plus comment dire, là-bas on n'assume même pas. Dans les dictatures, dans les pays totalitaires, au moins c'est flagrant. En Iran, on va dire bah celui qui parle contre le régime, on va l'exécuter, c'est la pendaison. Celui qui fait ci, au moins tu es fixé, tu sais là où tu mets les pieds, tu sais ce que tu risques. Les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hypocrisie. Aux États-Unis, on te parle de démocratie, de loi, mais à mesure que tu avances, tu te rends compte que ben non, il y a un mécanisme de contrôle absolu. Non seulement sur le plan policier de plus en plus visible avec l'ICE et les interventions de plus en plus musclées, même de la Border Patrol au niveau des zones frontalières sur la ligne de démarcation avec le Mexique, il y a surtout ce contrôle politique, cognitif, idéologique où le non-droit se passe sous tes yeux, mais tu es obligé de continuer, ou tu es amené de manière perpétuelle à toujours épouser le même récit. Nous sommes une démocratie, nous sommes les États-Unis, nous sommes le monde libre. Non. Comme disait Charles Bukowski, on n'est pas, c'est pas un monde libre. Tout appartient à quelqu'un. Et l'intervention américaine, donc comment ça se passe? Les Américains se disent, oui, on a voté un congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, c'est ce qu'ont voulu les pères fondateurs à l'époque de la création du pays. Depuis les George Washington, les James Madison, il fallait interroger le Congrès avant chaque action. Et Trump initie sa guerre au Moyen-Orient, il informe le Congrès. Non, c'est-à-dire, il ne demande pas l'autorisation au Congrès, il informe plutôt le Congrès et il informe le Congrès 2 jours après qu'il ait commencé les premiers bombardements, c'est-à-dire c'est après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei qu'il notifie le Congrès que bon, en fait, je suis actuellement en guerre au Moyen-Orient. Les parlementaires n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été mis au parfait, ils n'ont pas été informés, c'est-à-dire au mépris des lois américaines. Les pères fondateurs, malgré tout, ont quand même émis une ouverture les pères fondateurs, disons les réformistes, en 73, on a ajouté une disposition qui ouvrait la voie à une intervention ponctuelle de 60 jours après lesquels il faut quand même revenir au Congrès et demander au Congrès si la guerre peut continuer en lui présentant des éléments tangibles et pertinents sur le caractère indispensable et nécessaire de la continuité du conflit. Vu que c'est quand même les impôts des Américains qui sont mis à contribution, c'est pas les... Trump s'est beaucoup amusé en brandissant les Bay de Spirit, les avions que tu as mis là sur l'affiche, en disant comme ils sont géniaux, comme il a beaucoup aimé lorsqu'ils ont mené l'opération Midnight Hammer en juin 2025 contre le même Iran. Mais ce ne sont pas ces avions, ce sont des avions américains. Les 2 milliards que coûte les 2 milliards l'unité que coûte chacun de ces avions, ce sont les Américains qui les payent, c'est prélevé de leur contribution financière. Et donc, il faut demander justement l'autorisation aux Américains si leurs avions et leurs soldats doivent être mis à contribution quelque part dans le monde. Donc déjà, il n'a pas averti le Congrès en amont sur la phase 1. Au niveau de la loi de 73, qui lui dit après 60 jours, tu dois te référer au Congrès, depuis 2-3 jours, vu que les 60 jours arrivent à expiration, il est en train de dire que, vous savez, on a fait une trêve, un cessez-le-feu de plusieurs semaines, dont c'était une pause, dont ça ne compte pas.
et à partir de là, les compteurs sont remis à zéro, les 60 jours ne sont pas encore atteints. On est vraiment, encore une fois, dans un cas de barbouzerie, où la plus grande démocratie du monde se met à faire du banditisme en costume cravate, où la loi est maintenant devenue en quelque sorte la pâte à modeler d'un dirigeant qui trouve qu'elle est encombrante alors qu'il est censé être dans une démocratie. Last but not least, les Nations Unies. L'intervention en Iran aurait dû être notifiée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il valide l'intervention. Si l'objectif, comme présenté initialement, était de protéger le peuple iranien, c'est-à-dire il fallait apporter devant les Nations Unies les preuves selon lesquelles la meilleure chose à faire c'est intervenir en Iran et que ça apportera plus d'avantages que d'inconvénients. On peut tout dire sur George Bush, sur Dick Cheney, sur Colin Powell, mais eux au moins ces trois voyous avaient quand même eu l'intelligence de faire semblant. C'est-à-dire, ils sont venus devant les délégations mondiales, ils ont dit, bah, regardez, voici, bon, c'est vrai c'était du sperme de chameau dans la petite fiole, mais ils avaient quand même eu l'honnêteté de jouer le jeu en disant, enfin, l'honnêteté, la prudence de jouer le jeu en disant, regardez, voici la preuve que Saddam possède des ADM dans son pays. Au moins, ils ont obtenu, même s'il y avait beaucoup de réticents, ils ont obtenu un assentiment, un aval partiel du Conseil de sécurité des Nations Unies, un mandat partiel, très imparfait, mais quand même, ce que Trump n'a pas été foutu de faire. Donc, il y a carrément un recul du prisme démocratique aux États-Unis, mais le narratif, lui, il demeure. Le pays sombre dans le totalitarisme de plus en plus, avec la police des mœurs, la ICE